Manifestation interdite au Togo du 23 juillet au 1er août, et ce en prélude aux rencontres internationales devant avoir lieu cette semaine dans le pays. Référendum au Bénin, vous suivrez la réaction de la plateforme électorale des organisations de la société civile dans cette édition. Puis Human Rights Watch exhorte les parlementaires brésiliens à rejeter un projet de loi. Le texte vise à assouplir la réglementation sur l'usage des pesticides. Samuel Udange, l'ancien ministre de l'énergie zimbabwéen sous le régime de Robert Mugabe, a été condamné dans une affaire de corruption. Il a écopé de 4 années de prison. Le condamné avait attribué un marché public à une compagnie détenue par un membre du parti majoritaire sans qu'aucun appel d'offres ne soit émis. C'est la première fois qu'un ancien proche de Robert Mugabe est condamné par la justice zimbabwéenne depuis la chute de l'ancien président en novembre 2017. Après son accession au pouvoir, le président Emmerson Mnangagwa a promis de lutter contre la corruption sans grand effet. Plusieurs responsables politiques d'envergure en poste sous Robert Mugabe ont bien été arrêtés, mais leurs procès sont toujours en cours. Cette condamnation peut donc être perçue comme un nouveau signe de bonne volonté du chef de l'État zimbabwéen qui promet des élections libres et justes qui permettront d'ouvrir le pays aux investisseurs étrangers. La plateforme déconseille vivement toute précipitation et toute organisation bâclée qui serait préjudiciable à notre démocratie. Elle recommande aux acteurs politiques le strict respect des dispositions de la loi référendaire des délais légaux y contenus, le strict respect de l'article 2 du protocole à SP1/1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. La mise à disposition du public et de manière officielle du test de proposition d'amendement. La publication officielle de la question du référendum, des débats d'idées et des débats constructifs autour des aspects d'amendement. À la presse, la plateforme recommande de jouer son rôle d'éducatrice de la population, de privilégier des informations objectives, équilibrées, de nature à aider les populations à comprendre véritablement les enjeux du moment. Aux populations en général, la plateforme demande et les appelle au calme et à la sérénité. Deuxième édition de l'éco-running à Cotonou. Cette course de sensibilisation contre les sachets plastiques consiste à allier le fitness aux gestes écologiques. Les participants à cette édition ont donc couru sur un parcours d'environ 6 km et scindé en 3 groupes afin de couvrir une large partie de la capitale économique du pays. Nous pouvons marcher, faire du sport en ramassant les déchets plastiques, tout simplement parce qu'en tant que citoyens, nous sommes responsables de la propreté de la ville. Nous vivons dans des quartiers sales, Cotonou est sale et la plupart de nos vies sont sales et nous attendons que ce soit, c'est vrai, nos autorités qui s'occupent de la propreté, mais c'était aussi pour nous amener à nous rendre compte que c'est aussi de notre responsabilité de veiller sur la propreté de nos villes. Et donc notre objectif c'était de ramasser les déchets plastiques, de les donner à une association qui va les transformer et donc tout ce qu'on a ramassé va avoir une deuxième vie et puis notre environnement va respirer mieux et nous aussi on va respirer mieux. Qui parle de sport parle de santé et qui parle de santé parle de salubrité et de propreté quelque part. Alors donc dans ce sens on a trouvé nécessaire d'accompagner Sachet Eloué pour rendre nos villes propres. Débarrasser les rues des sachets plastiques c'est bien, mais sensibiliser
sensibiliser les populations à des gestes et habitudes écologiques afin qu'il y ait de moins en moins de sachets à ramasser, c'est encore mieux. Vous avez dû remarquer, on s'arrêtait pour expliquer aux gens. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Pour que le message passe, il faut des campagnes plus élargies pour pouvoir toucher toutes les couches sociales de notre population. Notre plan, c'est d'en faire une activité mensuelle, pas seulement dans Cotonou, mais dans toutes les villes du pays. Cette initiative éco-citoyenne a enregistré une forte participation et pourrait inspirer les municipalités. Si les CA pouvaient organiser une journée du genre, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, je pense qu'ils auraient résolu plus de 80% des problèmes environnementaux que nos citoyens subissent chaque jour. Le gouvernement togolais interdit les manifestations sur toute l'étendue du territoire national du 23 juillet au 1er août. Période au cours de laquelle Lomé, la capitale togolaise, doit accueillir plusieurs rencontres internationales qui nécessitent, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du pays, de la sérénité pour travailler. Lomé accueille en effet cette semaine-ci la réunion des experts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, la réunion conjointe des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en prélude au sommet des chefs d'État des deux zones, les 30 et 31 juillet. L'interdiction de manifester provoque l'étonnement dans l'opinion publique, la coalition de l'opposition ayant programmé des réunions publiques sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 29 juillet. Cette décision des autorités togolaises surprend plus d'un, les facilitateurs menant des actions pour inviter le gouvernement togolais à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Sécurité a toutefois rassuré la coalition que les meetings de Sévier à Takpamé et Palimé ne sont pas concernés par l'interdiction de manifester. C'est son petit rituel. Le soir devant la télévision, Brina, 87 ans, consomme de la marijuana. Quelques bouffées tirées sur une cigarette électronique pour écourter ses insomnies et un massage à l'huile de cannabis pour soigner ses rhumatismes. La douleur était tellement forte, j'ai décidé d'essayer pour de bon et après quelques mois, je n'avais plus besoin de médicaments. Et je me suis rendu compte qu'en inhalant une bouffée le soir, je dormais plus longtemps. C'est pour ça que j'en prends. Cette mamie californienne est même devenue l'égérie d'une campagne de publicité pour sensibiliser les personnes âgées à l'usage du CBD, la molécule thérapeutique du cannabis, présentée comme une alternative naturelle aux médicaments. Les seniors entendent beaucoup parler du CBD, la partie du cannabis qui n'a pas d'effet psychotrope. C'est bénéfique pour leur santé, mais ils ne veulent pas planer. Et les seniors arrivent par bus entier dans ce dispensaire directement de leur maison de retraite. Au programme de cette sortie, une réunion d'information, suivie d'un passage en boutique pour acheter chocolat, pommade ou vaporisateur. Pour l'instant, seuls 3% des Américains de plus de 65 ans sont des consommateurs réguliers. Ça s'appelle drogue, alors les personnes âgées en ont peur. Ils ne craignent pas les médicaments alors que c'est très mauvais, mais ils ont peur du cannabis. C'est une plante miraculeuse pourtant, je ne peux en dire que du bien. Si les seniors sont encore peu nombreux à consommer du cannabis, ils sont tout de même 20 fois plus qu'il y a 30 ans. Cette croissance n'échappe pas aux professionnels, qui tablent sur un marché des seniors de plusieurs dizaines de millions de dollars d'ici 2020. L'ONG Human Rights Watch a publié vendredi un rapport intitulé « Vous ne voulez pas respirer plus de poison ». Le document comporte 73 témoignages d'habitants de 7 zones rurales du Brésil affectées par l'usage de pesticides. En effet, dans les zones rurales du Brésil, les pesticides pulvérisés dans les grandes plantations empoisonnent les gens dans leurs maisons et les enfants dans les écoles. Rebaptisé « Loi du poison » par ses détracteurs, le projet de loi
6299/2022 a été rédigé par l'actuel ministre de l'Agriculture, Blair Omadji, par ailleurs Maya de l'agroalimentaire, quand il était sénateur. Adopté fin juin par une commission parlementaire spéciale, le texte prévoit notamment de confier à son ministère la responsabilité de certifier des pesticides, une prérogative actuellement réservée au ministère de la Santé et de l'Environnement. Le projet de loi, qui doit encore être soumis au vote de la Chambre des députés en séance plénière avant d'entrer en vigueur, s'attaque aussi à la sémantique visant à remplacer le terme pesticide par produit phytosanitaire dans les documents officiels. Des ONG comme Greenpeace ont lancé une grande campagne sur Internet dénonçant un complot du puissant lobby de l'agrobusiness qui compte plusieurs dizaines de représentants au Parlement. Le rapport de Human Rights Watch critique le manque de données fiables sur le nombre de personnes intoxiquées par des pesticides. Un lieu royal pour un sport de roi. Le jeu de paume, ancêtre du tennis tel qu'on le connaît aujourd'hui, se joue ici, à Hampton Court, au sud-ouest de Londres, depuis près de 500 ans. Aujourd'hui, peu après le tournoi de Wimbledon, les meilleurs joueurs du monde s'affrontent dans ce lieu sacré du jeu de paume pour remporter le Real Tennis Champions Trophy. Le mur que vous pouvez voir devant vous est le mur d'origine sur lequel le roi Henri VIII aurait joué. Aujourd'hui, le champion du monde en titre, Rob Fahey, affronte le numéro 5 mondial, Ben Taylor Matthews. Des raquettes et un filet, un décompte des points assez similaire, aucun doute, le jeu de paume ressemble bien au tennis moderne. Mais à y regarder de plus près, cette pratique a son lot de règles bien à elle. Dans le coin, nous avons une fenêtre. Si vous frappez la balle dans ce qu'on appelle le grill, c'est un coup gagnant. Si vous frappez la balle dans la galerie du bout du filet, au-delà du dernier poteau en bois où vous pouvez voir les cloches qui y sont accrochées, c'est un coup gagnant. Pour les passionnés, c'est la combinaison du défi mental et physique qui fait le jeu. Toute cette idée de A, être en forme, B, avoir un jeu mental pour jouer comme aux échecs, et C, avoir à apprendre les techniques, ça fait de tout ça un jeu fascinant. Il existe moins de 50 terrains de la sorte dans le monde, mais quelques-uns ont été construits au cours des dernières années. Rob Fahey a un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer. Je pense que le plus important est de réaliser que ce n'est pas du tennis et donc que vous apprenez un tout nouveau sport parce que ça se ressemble tellement que vous vous dites c'est facile, je peux y arriver, mais c'est complètement différent. Le jeu de paume n'est peut-être pas aussi populaire que le tennis, mais ces quelques milliers de fans espèrent bien que les terrains de Hampton Court serviront encore au moins 500 ans. Le vote de ce texte peut être vu comme un passage en force. Il fixe les modalités concrètes d'implantation de casinos. La loi s'est heurtée aux vives critiques de l'opposition qui craint que ne s'aggrave le fléau de la dépendance dans l'archipel où existent déjà de nombreuses salles de jeux et divertissements. 2 motions de défiance ont ainsi été déposées, retardant de quelques heures le processus. Fin 2016, un premier texte avait été voté après des années de débats. Cette fois, une nouvelle étape a été franchie avec le vote par le Sénat, 1 mois après le feu vert de la Chambre des députés, une loi autorisant la construction de 3 complexes de plaisir. Ces ensembles comprendront, outre des casinos, des centres de conférences, hôtels, restaurants, théâtres et autres lieux de divertissement, sorte de Las Vegas ou de Macao à la Nippon. Il faudra cependant attendre plusieurs années avant de les voir sortir de terre. En effet, l'archipel fait figure de Graal pour les exploitants de casinos avec le flux croissant de touristes chinois et l'engouement de nombreuses franges de la population pour les jeux. Les économistes projettent un marché annuel de 15 à 28 milliards d'euros. Une manne dont l'État et les collectivités locales récolteront une grosse part. Les recettes des casinos seront taxées à hauteur de 30%.